Bonjour David Le Breton. Bonjour. Vous êtes donc l'auteur de ce livre, Disparaître de soi, une tentation contemporaine, paru aux éditions Métellier. Alors, disparaître de soi, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ce n'est pas tout à fait la même chose que disparaître du monde. Qu'est-ce que vous entendez par là? Disparaître de soi, pour moi, ça veut dire se défaire de toutes les contraintes de l'identité, c'est-à-dire de tout ce réseau de responsabilités sociales, familiales, professionnelles et autres, qui parfois nous enferment dans un personnage que l'on aimerait quitter parce qu'on voudrait reprendre son souffle, on voudrait se reprendre d'ailleurs, et puis donc retrouver le lien social d'une manière plus propice. Parce que le fait d'être soi est souvent un effort en fait, un effort qui n'en finit jamais. Et en plus, les moyens technologiques qui sont les nôtres aujourd'hui viennent nous traquer. Le portable, par exemple, aujourd'hui vient nous interrompre une sieste, une lecture, un repas avec des amis ou autre. Donc on a beaucoup plus qu'autrefois, on a du mal aujourd'hui à se défaire de tous ces personnages qui nous engoncent, qui nous enferment, qui nous écrasent. Et vous dites que c'est une tentation contemporaine. Oui. Ça veut dire que c'est propre à notre époque, véritablement? Pour moi, c'est propre à notre époque, parce que c'est lié profondément à l'individualisation du lien social. Nous devenons des individus, et être un individu exige justement en permanence de décider des significations et des valeurs à travers lesquelles nous allons exister. C'est-à-dire que nous sommes donc seuls, d'une certaine manière. Autrefois, dans les sociétés, si on remonte à une quarantaine, une cinquantaine d'années, on pouvait être porté par des cultures de classe, par exemple, par des cultures rurales, par des cultures régionales et autres. Le fait d'être un individu, c'est de se mettre, c'est de s'inventer par soi-même. C'est le vertige de la liberté, d'une certaine manière. Vous n'avez plus de chemin tout tracé, vous avez à vous définir par vous-même. Mais en même temps, c'est évidemment un effort permanent. Il faut être à la hauteur. Il faut disposer des ressources symboliques, des ressources de sens qui vous permettent de vous construire. Donc c'est pour ça que pour moi, l'émergence de ce phénomène apparaît au début du XXe siècle de manière sociologique, de manière importante, pour le dire autrement. Vous parlez de Robert Walser, d'ailleurs, voilà, ça correspond Robert à peu près à ça. Pirandello en Italie, ou Fernando Pessoa au Portugal. Enfin, on voit soudain apparaître toute une série de grands écrivains qui traduisent cette difficulté à être soi dans un monde où il faut en permanence s'inventer sans avoir de cadre préétabli. Mais d'ailleurs, c'est assez paradoxal, parce que nous sommes dans une société où justement nous aimons la mise en scène. Enfin, oui. Vous parlez des jeunes, mais eux en particulier ne cessent de poster des photos ou des vidéos sur Facebook. C'est quoi? La disparition, c'est le verso de tout ça? En fait, il ne faut pas penser l'identité sous une forme du ou bien. Je pense je crois qu'il faut bégayer le monde, pour le dire autrement. C'est-à-dire être dans le et. Il y a ça, il y a aussi autre chose, etc. Et un adolescent qui est en permanence dans une volonté de démonstration de lui-même, qui est obsédé par son image, et peut-être aussi un adolescent qui disparaît, qui brouille les pistes justement à travers toutes ces identités virtuelles, par exemple, qu'il endosse sur Internet, à l'image de cet adolescent que je cite d'ailleurs, qui me disait qu'il avait une dizaine d'identités virtuelles sur le net, à travers lesquelles il s'épanouissait absolument, et il ajoutait: il y a une seule identité que je ne supporte pas un seul instant, c'est celle avec un corps. Vous voyez ce mélange très curieux entre la disparition, donc s'effacer derrière tous ces personnages, et en même temps, évidemment, exister à travers les personnages qu'on met en avant comme des leurs, presque. Alors justement, les adolescents ont des conduites à risque, ça peut devenir presque pathologique, cette tentation de disparaître. Et puis, d'un autre côté, vous donnez aussi l'exemple de la marche, quelque chose de tout à fait positif. C'est vraiment la même logique qui est à l'œuvre dans les deux cas? Oui et non, parce qu'évidemment, quand on marche, on est encore dans une relation très heureuse avec le monde, ou alors on a vraiment besoin de se faire oublier ou de reprendre son souffle, et donc on va marcher pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines, etc. Là, je pense qu'on a affaire à des hommes ou des femmes qui tiennent encore leur existence, et qui vont vivre des moments de bonheur, de contemplation, etc. En revanche, quand vous évoquez les conduites à risque de nos jeunes, on est vraiment dans un contexte de grande souffrance. Le coma, la recherche du coma éthylique, les jeux d'étranglement qui sont extrêmement dangereux, mais qui aboutissent à cette syncope de quelques secondes, ou les différentes formes de toxicomanie, l'errance sur les routes, une manière de brouiller, d'échapper d'échapper à son état civil, à son identité, etc. Le djihadisme, enfin... Justement, ces jeunes cherchent le seuil de la mort, parce que vous dites aussi que disparaître, ce n'est pas désirer mourir. Non. C'est quoi la limite alors? Là, dans les conduites à risque, la limite serait plus difficile à établir, parce que les conduites à risque relèvent souvent de
l'ordalie, hein, c'est-à-dire du jeu symbolique avec la mort, où il y a quand même un risque tangible de disparaître, de mourir carrément, ou d'être blessé. Mais dans les conduites à risque, toutes les conduites à risque, pour le dire très vite, sont à la fois ordaliques et elles relèvent de la disparition de soi. Parce que même l'anorexie, même la toxicomanie, ça paraît évident, mais même l'anorexie, par exemple, est une espèce de transe qui n'en finit pas, où la jeune femme, ou plus rarement le jeune homme, est dans une lutte permanente contre la faim, avec une volonté de se défaire du corps, de s'envoler. Hein. C'est le rêve du papillon, le rêve d'être une odeur, le rêve d'être un souffle en quelque sorte. Là, il y a ce mélange très infime entre le jeu avec la mort et une volonté de s'effacer, etc. Et vous parlez de l'anorexie justement, alors c'est peut-être un bon exemple, vous en parlez beaucoup dans le livre. On est justement dans la société du rapport au corps et à l'image, et c'est ça qui est problématique dans l'anorexie. Oui et non, parce que je pense qu'il y a dans l'anorexie des souffrances qui sont en amont et qui ne sont pas liées uniquement à cette obsession de minceur qui touche, cette tyrannie de la minceur qui touche nos sociétés. Le problème, c'est que beaucoup d'adolescentes découvrent finalement leur passion anorexique à la faveur d'un régime. Elles font d'abord un régime pour maigrir un peu, puis tout d'un coup, elles découvrent qu'elles ont une prise sur leur existence, sur leur famille éventuellement, et ça leur donne un statut, ça leur donne une signification, ce que j'ai envie de nommer quand même une identité de prothèse pour ne pas susciter de vocation. Et on voit l'anorexie généralement comme une volonté de maîtrise, et puis vous dites c'est en quelque sorte se déprendre de soi-même. C'est cette dialectique. Les anorexiques sont extrêmement malheureuses, extrêmement mal dans leur peau, elles sont dans un sentiment que tout leur échappe et qu'elles sont loin d'être aussi merveilleuses que les autres le croient, mais en même temps elles ont besoin de se rattacher à ce contrôle extraordinaire qu'elles exercent déjà en termes de régime, cette manière métallique en quelque sorte extrêmement puissante de contrôler leur nourriture. Mais en même temps, elles sont des formidables adeptes des activités physiques et sportives qu'elles poussent, sont capables de nager des heures, de courir des heures. Elles sont formidables très souvent aussi en termes scolaires, en termes intellectuels et autres. Donc elles sont dans une volonté permanente de performance tout en sachant leur infinie vulnérabilité et leur immense souffrance. Alors vous le dites dans le livre, nous sommes tous à un moment donné tentés de disparaître. Qu'est-ce qui fait que l'on va choisir la marche ou quelque chose de plus doux comme la méditation, peut-être, c'est aussi une forme de retrait, ou qu'on va partir dans des conduites plus problématiques? Quand on a le sentiment d'un contrôle de son existence, c'est plus facile d'aller marcher, de lire. La lecture est aussi une bonne manière de s'effacer de manière heureuse. Quand on commence à être mal dans sa peau, quand on sent que notre existence nous échappe de plus en plus, je crois qu'il y a un moment peut-être de décrochage qui peut amener à la dépression, qui peut amener au burn-out, qui peut amener à d'autres formes de disparition de soi. Ou alors disparaître sans laisser d'adresse, à la manière des évaporés du Japon, par exemple. C'est donc quel est le goût de vivre qui nous anime. Quand le goût de vivre est quand même présent et qu'on est un peu saturé quand même par moments de nos activités professionnelles par exemple, là on aura plutôt tendance à aller marcher paisiblement et retrouver le goût de vivre après une petite escapade, une parenthèse d'existence. Quand par contre on sent quand on s'épuise à tenir le coup dans son boulot, dans sa famille ou autre, le risque c'est le lâcher prise à un moment donné, le lâcher prise de la dépression, du burn-out ou... Vous parlez aussi de la religion dans votre livre, pas beaucoup, mais parce que l'entrée dans les monastères, c'était aussi à l'époque, il y en a beaucoup moins aujourd'hui de vocation, mais c'était aussi une façon de s'extraire du monde. On peut faire le parallèle avec le djihadisme. Est-ce que c'est une façon d'entrer en religion aussi? Oui, aussi, mais en même temps c'est très différent, parce que là vous évoquez dans l'entrée en monastère effectivement des anciennes formes qui étaient relativement valorisées par nos sociétés jusqu'à il y a encore une soixantaine d'années, mais évidemment aujourd'hui ça tombe complètement en désuétude, les monastères sont reconvertis, vendus, etc. Bon, le djihadisme est quand même l'entrée dans une forme d'intégrisme absolu, parce que là, le mysticisme ou l'entrée dans un monastère, c'était entrer dans un monde de contemplation, d'amour également quand même. Là, le djihadisme, c'est quand même une certaine forme de haine de l'autre. On peut dire que dans le djihadisme, le monde entier devient leur ennemi. En quoi est-ce que c'est une forme de disparition? Parce que le jeune se démet complètement
dévoiement de sa personne au profit de Dieu, ou plus exactement des porte-paroles autoproclamés de Dieu, qui donnent une version complètement revue et corrigée de l'islam, qui n'a rien à voir avec l'islam, où il s'agit finalement d'aller massacrer tous les mécréants, c'est-à-dire la quasi-totalité de la planète, hormis les quelques centaines de milliers de gens qui ont prêté allégeance à Daesh. Donc c'est là où il y a un problème quand même qui pour moi donc fait qu'on est loin d'être dans les formes de mysticisme qui étaient dans nos traditions occidentales. Il y a encore un exemple que vous donnez et qui est vraiment surprenant, alors c'est celui d'Alzheimer. Pour vous, vous dites que c'est une forme de choix inconscient de disparaître. Ça veut dire que ce n'est pas seulement neurologique? Non, pour moi, il y a une détérioration du sens, du goût de vivre, qui va provoquer en quelque sorte la dégradation biologique, neurobiologique et autres. Il y a toujours de toute façon une conséquence physiologique des significations qui sont les nôtres. Ça, je l'ai beaucoup travaillé par exemple dans le rapport à la douleur. La douleur n'est absolument pas la conséquence uniquement d'une altération, d'une lésion, mais plutôt de ce qu'on fait en tant qu'individu de la lésion qui est la nôtre. Alzheimer, pour moi, est dans la même logique. Je crois qu'il y a des hommes ou des femmes qui ont tout donné, qui sont dans une sorte d'épuisement absolu de toutes les ressources dont elles pouvaient disposer. Donc elles lâchent prise à un moment donné, enfin elles lâchent prise de façon progressive d'ailleurs. C'est parce qu'elles n'ont pas su se déprendre ou se démettre avant? On pourrait dire les choses comme ça. C'est sans doute pas pour rien qu'il y ait tant de femmes touchées par la maladie de Alzheimer. C'est-à-dire des femmes qui se sont dévouées à leurs enfants, dévouées à leurs épouses, à leurs époux, qui ont parfois travaillé en plus, qui ont tout donné, quoi. Très brièvement, parce qu'on doit déjà conclure, David Le Breton, vous, qu'est-ce que vous faites pour disparaître? Moi, je suis un fidèle de Nicolas Bouvier qui avait merveilleusement dit que le voyage et l'écriture étaient deux exercices de disparition. Donc, en ce qui me concerne, je suis un grand voyageur. J'écris énormément, puisque j'ai publié finalement énormément de livres, et quand je vois le nombre, je suis moi-même un peu étonné. Mais parce que l'écriture est ma manière de m'effacer. Je suis dans un café ou je suis chez moi, et pendant des heures, je disparais dans l'écriture et dans la lecture aussi, parce que je suis un grand lecteur. Alors merci d'avoir été bien là aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Et vous pouvez retrouver les références du livre de notre invité sur notre site internet fautpascroire.ch. C'est là aussi que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, ainsi que sur notre page Facebook.